Bonjour, ici Maude Goyer. Je vous présente en 5 minutes des sujets qui touchent la famille et les parents et qui ont retenu mon attention. Bienvenue à Famille à la Une. Récemment, le patron d'OpenAI, vous savez, l'entreprise qui est derrière ChatGPT, a dit qu'il ne pouvait pas imaginer élever un bébé sans ChatGPT. Rien que ça. On entend souvent et de plus en plus que l'intelligence artificielle est devenue un outil formidable pour les parents. Elle leur permet, disent-ils, de mieux comprendre leur bébé, mieux comprendre les pleurs, les colères, les petits bobos et les sautes d'humeur. Bon, je dois dire que moi, je n'ai pas élevé mes enfants avec un robot conversationnel. Comme tous les gens de ma génération, je n'ai pas eu accès à cette technologie. Et on s'en est quand même bien sortis. Mais il faut reconnaître une chose. Beaucoup de parents utilisent l'IA. Selon un récent sondage américain fait auprès de 5000 adultes et dont les résultats sont résumés dans un article de Slate France, près de 8 parents sur 10 s'en servent pour les aider dans leur vie de famille. Et presque un tiers l'utiliseraient tous les jours. Pourquoi? Les principales raisons évoquées, c'est parce qu'on est fatigué, parce qu'on doute, parce qu'on a peur de mal faire quelque chose, parce qu'on cherche des réponses rapides dans un quotidien qui va vite. Et bon, on va se le dire, l'IA, ça peut être utile. Par exemple, pour trouver des idées de repas, planifier sa semaine, résumer une info trouvée en ligne. Là où ça devient plus délicat, il me semble, c'est quand elle se transforme en coach parental. Quand on lui demande quoi faire avec un bébé qui ne dort pas, ou quand on se demande si une montée de fièvre est inquiétante, ou encore quand on pose des questions sur une intervention lors d'une grosse crise. Il faut garder une chose en tête, l'IA peut se tromper. Elle peut donner une réponse claire, mais incomplète ou même erronée. Elle peut simplifier une situation qui est en réalité complexe. Elle peut aussi donner l'illusion qu'il existe une solution parfaite et universelle. Mais n'oubliez pas qu'elle ne connaît pas votre enfant, ni son tempérament, ni son énergie, ni la journée qu'il a traversée, ni votre mode de vie, et encore moins votre histoire familiale. Le danger ici, c'est qu'à force de tout déléguer, on perd tranquillement pas vite confiance en son propre jugement. Oui, l'IA peut donner des idées, mais elle ne remplace pas notre jugement, notre intuition, notre expérience, ni un professionnel de la santé. L'IA peut être un outil de plus, mais il faut demeurer vigilant parce que non, ce n'est pas magique. Ah, les mathématiques! Étiez-vous bon, vous, en maths à l'école? Il existe encore une idée préconçue entourant les mathématiques et l'apprentissage des mathématiques. On pense souvent que les enfants qui ont de la difficulté en maths ne comprennent pas bien les nombres, qu'ils ne sont pas bons. Mais dans une étude de l'Université Stanford qui vient tout juste d'être publiée, les chercheurs ont découvert autre chose. Certains enfants n'ont pas tant de difficultés en maths, mais ils ont de la difficulté à apprendre de leurs erreurs. Dans cette étude, on a demandé aux enfants de comparer des chiffres et des groupes de points. Les chercheurs observaient une chose très précise. Est-ce que l'enfant change sa façon de faire après s'être trompé? Les enfants qui avaient plus de difficultés ajustaient moins leur stratégie. Comme si le message « Ah, oups, ça n'a pas marché » ne restait pas assez longtemps pour provoquer un changement. Je trouve ça important comme découverte parce que ça enlève une étiquette lourde à porter. Être bon en maths, ce n'est pas une question d'intelligence, c'est une question d'apprentissage. À la maison, dans les devoirs, ça donne une piste intéressante. Il faut normaliser l'erreur, encourager à ralentir et poser des questions simples comme « Qu'est-ce que tu as compris? Est-ce qu'on peut essayer autrement? » Les maths, donc, ce n'est pas une question de performance, c'est plutôt une question de confiance. Et la confiance, elle se construit tranquillement, avec patience et avec le droit de se tromper et de recommencer. La semaine de relâche s'en vient et avec elle, la pression d'abord de prendre congé. Parfois on peut le faire comme parent, mais parfois non, et parfois à moitié. C'est un beau casse-tête. Que vous preniez la semaine en congé ou juste quelques jours, rappelez-vous que les enfants n'ont pas besoin d'une semaine spectaculaire. Vous savez, la semaine de relâche magique, mon Dieu, c'est un mythe. Les enfants retiennent souvent des choses simples, faites avec intention. Jouer dehors longtemps, se coller, dormir plus tard, se faire une cabane, cuisiner. Bref, être ensemble sans pression. Après tout, dans relâche scolaire, il y a le mot relâche.
Bon, ça doit faire plus de 5 minutes que je vous parle, faut que je me sauve. Merci d'avoir été là et à bientôt.